Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour les nouveaux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jones et je suis spécialisée dans les vidéos sur l'histoire de la mode. Oui, sauf que je n'avais pas pensé qu'il y avait un pendant de l'histoire de la mode qu'il fallait vraiment que j'étudie et que je vous partage. Il s'agit de l'histoire de la beauté. Et nous allons commencer cette série avec un premier épisode sur la beauté à l'époque de la Renaissance. Donc si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. Donc très récemment, Marion Caméléon a sorti une vidéo qui retraçait l'histoire du maquillage à la Renaissance. Et il y a eu quelques petites incohérences. Donc je salue tout à fait son idée et le fait de vouloir répandre l'histoire au plus grand nombre. Mais le problème, c'est qu'elle a répandu de fausses idées. Donc je vais essayer ici de rétablir la vérité sur ce qu'était la beauté à la Renaissance. Donc je vais vous parler dans un premier temps du maquillage et ensuite nous aborderons la coiffure. Donc pour commencer, je pense qu'il est indispensable de redéfinir ce qu'est la Renaissance. Donc la Renaissance matérialise le début de l'époque moderne, donc c'est à partir de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Cette Renaissance s'étend sur 2 siècles et elle connaîtra 2 grandes parties. La première sera au XVe siècle et elle s'exprimera majoritairement en Italie, en Allemagne, en Flandre et en Espagne. La seconde partie concerne toute l'Europe et elle se passe donc au XVIe siècle. En France, c'est grâce aux guerres d'Italie qui débutent sous Charles VIII que l'on va connaître la Renaissance. Comme vous le savez tous, c'est surtout François Ier qui va l'importer grâce à des artistes comme Léonard de Vinci. Alors pourquoi on appelle cette période Renaissance ? C'est parce qu'en fait elle est caractérisée par la redécouverte des textes antiques qui sont pour la plupart dans le domaine de la philosophie, des sciences, de la littérature ou des arts. C'est pour cela qu'on va retrouver à cette époque une forte influence de l'Antiquité dans les arts et la mode en particulier. Bon, évidemment la Renaissance ce n'est pas que ça. Il y a d'autres faits marquants comme la découverte de l'imprimerie, celle des États-Unis, les réformes religieuses, mais je ne m'étendrai pas là-dessus pour aujourd'hui. Donc maintenant, nous allons passer à la première partie sur le maquillage. Nous allons tout d'abord voir quelles étaient les tendances au XVe et XVIe siècle. Donc à l'époque, il faut savoir que les soins font partie intégrante du rituel de beauté. En fait, sous l'Ancien Régime majoritairement, les coquettes de toute époque se focalisent sur le fait d'avoir une peau la plus parfaite possible. Et ça commence donc par les soins. Ensuite, évidemment, il faut avoir la peau très pâle. Depuis l'Antiquité, on connaît l'utilisation du blanc de céruse, qui est une poudre blanche à base de plomb, qui est d'ailleurs toxique. Donc depuis le Moyen-Âge, il s'agit d'un trait exclusivement noble de pouvoir arborer une peau blanche, puisque cela signifie que vous ne travaillez pas dans les champs pour pouvoir subsister. Mais sachez tout de même que les classes inférieures, les plus pauvres, essayaient quand même d'adopter cette tendance en utilisant des produits de moins bonne qualité. On utilise également du rouge sur les joues et les lèvres pour se donner bonne mine, en quantité variant selon l'époque et la région. Donc comme vous le voyez, là j'ai plutôt un style français de l'époque de Catherine de Médicis, et la royauté en France n'arbore pas un rouge très flagrant. C'est plutôt l'apanage d'Élisabeth Ière qui utilise énormément de rouge sur ses joues. Au contraire, au nord de l'Europe, toutes les nobles protestantes en utiliseront avec parcimonie. Comme vous pouvez peut-être le voir, on applique le rouge en forme de triangle, donc juste ici, à l'endroit où on rougit naturellement. C'est évidemment pour ne pas montrer que l'on porte du maquillage, car l'Église est contre cette pratique depuis le Moyen-Âge. Alors on va faire un petit aparté sur l'Église. Elle reproche aux femmes qui utilisent du maquillage de faire preuve de tromperie et de peu de chasteté. C'est une habitude qui, selon elle, prouve que les femmes sont
penchée vers le péché. Et pour ça, l'Église a un argument en or. Elle reproche au maquillage d'être nocif pour la santé, car elle se base sur des études de scientifiques qui à l'époque avaient déjà compris que le blanc de céruse était mauvais et toxique. En effet, il ronge les chairs et crée des abcès dans la peau, ce qui oblige les femmes qui l'utilisent, ou les hommes, à en ajouter de plus en plus, ce qui évidemment mène vers le cancer. Passons maintenant aux sourcils. Ils sont très fins si ce n'est pas quasiment épilés. Au XVIe siècle, ils disparaissent quasi complètement chez les femmes les plus à la mode. D'ailleurs, leur épilation va de pair avec celle du haut du front. Et oui, c'est chic de s'épiler le haut du front au XVIe siècle. Mais il n'y a pas que cela niveau épilation. On retrouve aussi au XVIe siècle toujours, l'épilation des parties intimes. Et cela pour des raisons d'hygiène. Et évidemment, je ne parle pas des prostituées, je parle de la noblesse. Bon, les prostituées le faisaient aussi. Donc je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, il ne faut pas oublier que certains hommes se maquillent aussi. Ils utilisent principalement du blanc et du rouge sur les joues et très légèrement sur les lèvres. Donc toutes ces tendances ne sont pas arrivées là par hasard. Il y a évidemment le fait de redécouvrir les textes antiques qui motivent cette idée de beauté idéale, et il y a toutes les égéries qui vont diffuser cette mode. Parmi elles, on trouve des muses de peintres ou alors des têtes couronnées. En France, on peut par exemple trouver Gabrielle d'Estrées, Diane de Poitiers qui est la maîtresse d'Henri II, le mari de Catherine de Médicis, Marguerite d'Angoulême qui est la sœur de François Ier, ou encore la belle Cassandre louée par Ronsard. En Italie, on retrouve Lucrèce Borgia, Isabelle d'Este, Isabelle de Médicis ou encore Simonetta Vespucci, qui est la muse la plus connue de tous les tableaux de Botticelli. Et en Angleterre, évidemment, nous avons Élisabeth Ier, la Reine Vierge, qui va définir pas mal de canons de beauté pour son pays. Pétrarque définira même les canons de la beauté idéale en s'inspirant de son amante Laure de Sade dans son recueil de poèmes Le Canzoniere. Maintenant, penchons-nous sur les ingrédients et les recettes de l'époque. Il existe un livre très précieux dans ce domaine qui a été inspiré par Catherine Sforza, qui était l'une des grâces dans le tableau Le Printemps de Botticelli. Donc elle nous livre ses recettes secrètes dans le livre des expériences de Catherine Sforza. Il aborde entre autres différents sujets comme la médecine, la beauté, l'hygiène de la maison ou encore l'alchimie et la magie. On y trouve de tout, des lotions pour le visage, des lotions capillaires pour favoriser la repousse, des crèmes hydratantes, des masques décolorants pour les cheveux et même des crèmes dépilatoires et du dentifrice. On y retrouve évidemment la fameuse céruse blanche utilisée depuis l'époque romaine. D'ailleurs, il n'y avait pas que cette céruse qui était toxique, il y avait aussi l'utilisation du rouge pour les joues, qui s'il n'était pas fait avec des cochenilles, eh bien contenait du mercure. Bon. On peut toujours quand même retrouver dans son livre bon nombre d'ingrédients qui feraient de parfaites recettes bio aujourd'hui, comme le miel, le vinaigre, la pomme, le sel, le citron, la pierre de lin, la farine, l'ortie, et j'en passe. À la Renaissance, c'est la grande mode des secreti, ou les secrets en français. Ce sont des ouvrages dictés par de nobles dames qui livrent tous leurs conseils en cosmétique, aux nobles qui essayent de les reproduire. Je dois vous avouer que certaines recettes sont pour le moins inquiétantes. On en retrouve certaines dont les ingrédients contiennent de l'hirondelle distillée ou de la chair blanche de pigeon distillée, ou encore qui prônent l'utilisation de vif d'argent, de soufre ou de céruse. Eh bien, il faut savoir qu'à cette époque, l'alchimie est furieusement à la mode. Cela explique la présence de certaines recettes douteuses, comme par exemple Nostradamus qui nous livre une recette miracle pour perdre 40 ans d'âge. On en trouve également d'autres pour avoir le teint frais, pour faire blondir ses cheveux, et bien d'autres plus ou moins farfelus. Autant dire que ça fournissait à l'église de très bons arguments pour essayer de bannir le maquillage. Il est temps maintenant de parler coiffure. Alors, observons tout d'abord les tendances qu'a connues la Renaissance. Comme on l'a vu tout à l'heure, le haut du front était épilé. Il faut dire qu'une fois qu'Élisabeth Ier a adopté cette tendance, elle a fait fureur dans toute l'Europe. Évidemment, les cheveux blonds sont à l'honneur. Pour le reste, il va falloir différencier les époques et les régions. Donc, comme pour le maquillage, les protestants du Nord,
la royauté française et anglaise vont arborer des coiffes beaucoup plus prudes et discrètes. En Italie, les cheveux représentent une partie primordiale de la féminité et ils sont arborés avec moult extensions. Et oui, même à l'époque, les cheveux ne sont pas forcément tous naturels. Sinon, comment réussir à faire ce genre de choses? On les retrouve souvent noués de manière extravagante, tressés, torsadés, bandés. Tout est bon pour mettre les cheveux en valeur. On retrouve ici clairement une influence de l'Antiquité et cette fameuse recherche de l'idéal de beauté féminin. Bon alors maintenant, nous allons passer aux ingrédients et aux recettes. Alors dans les fameux secreti, il existe plusieurs recettes pour faire blondir les cheveux et cacher les cheveux blancs. En effet, le fameux blond vénitien est vénéré jusqu'à l'obsession. Alors pour l'obtenir, il y a plusieurs techniques. Les femmes enduisent par exemple leurs cheveux lavés de diverses préparations décolorantes à base d'urine fermentée, de cendre, de citron, de soufre, de safran et bien d'autres. Et donc elles s'étalent ce mélange sur les cheveux et ensuite elles prennent une capeline qui est vidée en son centre, donc qui sert en fait d'une énorme visière, pour pouvoir étaler leurs cheveux dessus et prendre un bain de soleil pour les faire blondir. Catherine Sforza nous donne une de ses recettes personnelles pour faire blondir les cheveux. Je cite plus exactement: pour teindre les cheveux blonds et resplendissants comme l'or. Alors je cite: faites bouillir des fleurs de lierre et la cendre provenant des tiges de la même plante. Filtrez cette eau et lavez les cheveux avec. Pour que la recette soit encore plus efficace, rajoutez 3 morceaux de racines de rhubarbe et les laissez infuser toute une journée. Mouillez un linge avec cette lotion et enroulez-le autour de la tête. Laissez-le en place jusqu'à ce qu'il soit presque sec. J'ai trouvé une autre recette dans un livre de 1561 pour faire les cheveux blonds comme fil d'or et luisants et longs. Je cite: prenez racine d'alcane et la pilez et la faites bouillir en une pinte de vin blanc. Puis prenez du lard bien pilé et pelé et le faites bouillir avec le dit vin. Puis mettez dedans environ 1 once d'huile d'olive et la faites bouillir avec le dit vin. Puis coulerez le tout. Et après qu'aurez très bien lavé vos cheveux et essuyé, mettez de la composition de susdite dessus vos mains et en oignez vos cheveux et ils deviendront blonds, luisants et longs. Bon alors, on teste ou pas? Et voilà qui conclut notre fabuleuse histoire de la beauté à la Renaissance. Comme vous l'avez vu, ce qui la marque fortement, c'est cette influence de l'Antiquité et donc la recherche d'une beauté idéale. Les coquettes de l'époque seront prêtes à tout pour l'atteindre, même s'il faut user de magie et d'alchimie. Cependant, les idéaux de beauté sont tout aussi variés qu'il y a de pays en Europe, et ça vaut aussi pour l'époque aussi à laquelle on se trouve, puisque la Renaissance s'étend presque sur 2 siècles. Donc même si les muses de peintres et les maîtresses de rois avaient énormément d'influence sur la mode et la beauté, il faut quand même retenir que ce sont les têtes couronnées qui finissent toujours par avoir le dernier mot grâce aux édits et aux lois. Et voilà, j'aurais essayé de rétablir un peu la vérité sur la vraie beauté de la Renaissance. Alors évidemment, ce qui m'avait le plus choqué dans la vidéo de Marion Caméléon, c'était le fait qu'elle utilise le terme Renaissance à tout bout de champ alors qu'elle parlait clairement de l'époque moderne, voire elle était quasiment focalisée que sur le rococo. Et le problème, c'est qu'elle a des dizaines de milliers d'abonnés. Donc j'espère qu'ils ne prendront pas tous pour argent comptant ce qui est dit dans sa vidéo. Et comme d'habitude, je vous encourage à toujours vérifier ce que vous écoutez sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour un épisode d'Histoire de la mode ou d'Histoire de la beauté. Dites-moi en commentaire surtout si vous avez des envies de vidéos et j'essaierai d'y répondre. Marie de Médicis vous dit à bientôt.